Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Citadayach. Racine de Ciel. Citadayach. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvres. Nous recevons ce soir, et nous avons le plaisir de le recevoir, Jean Rouault pour son dernier livre, La Constellation Rimbaud, aux éditions Grasset, paru ce mois-ci. Bonsoir Jean Rouault. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir vous connaissent déjà votre histoire pour le moins singulière. Alors quelques petits éléments de présentation. Tout d'abord, vous obtenez une maîtrise de lettres modernes à l'université de Nantes et vous teniez un kiosque en 90 à Paris lorsque paraît votre premier roman Les Chants d'honneur, qui remportera le prix concours de la même année. S'en suivi, en fait, c'est le premier ouvrage d'un cycle que vous avez intitulé Le Livre des Morts, de 5 ouvrages. Et par la suite, vous écrivez très régulièrement, que ce soit le cycle intitulé La vie poétique, mais également des pièces de théâtre, et au-delà de la fiction, des essais et des manifestes littéraires, et également des promenades, puisque La Constellation Rimbaud, c'est une vraie promenade, dans la mesure où le lecteur arpente les lieux, une série de lieux que successivement vous relatez, des lieux qui sont en fait comme des étoiles, donc la constellation est vraiment le titre parfaitement choisi, qui en fait éclaire les fragments de la filiation, de l'héritage et de l'existence d'Arthur Rimbaud. Et cette topographie, elle rayonne également par les personnages réels qui ont habité ces lieux et qui en fait ont chacun leur tour, chacun dans une certaine mesure ont donné une impulsion à ce que vous appelez la comète, pour parler d'Arthur Rimbaud, du compagnon de cœur et de lettres Paul Verlaine, qu'on connaît tous, jusqu'à le paysan Monsieur Fricoteau qui voyait passer Arthur Rimbaud enfant dans la commune de Roche dans les Ardennes. Et à travers ces personnages variés, en réalité, il y a une vraie itinérance mémorielle, pour reprendre un terme un peu contemporain, et la forme en fait est assez atypique, puisque on oscille en fait entre la biographie, le récit historique et le récit historique plutôt éclaté, et également l'essai. Donc ma première question paraît être un peu évidente, mais elle peut lancer le ton. Comment vous est venue l'idée tout simplement de ce livre, et pourquoi ce format-là ? En fait, j'ai reçu une proposition pour écrire une bande dessinée sur Rimbaud. Et moi, j'ai dit non, pas une bande dessinée, un roman graphique. À partir de là, il fallait trouver une forme, une structure. Et j'ai imaginé là cette idée des témoignages et des lieux, des gens qui avaient connu Rimbaud, parce qu'on a beaucoup de témoignages sur lui. Et Rimbaud, c'est quelqu'un qui parcourt le monde à grandes enjambées, c'est l'homme aux semelles de vent. Donc, il était évident que prendre sa vie, c'était rendre compte de cet itinéraire absolument incroyable qui l'a amené un peu partout dans le monde. Et donc ça, c'était la première chose. Et j'ai commencé à travailler sur cette BD, puis j'ai vu que en fait je passais à autre chose et que j'étais en train d'écrire un essai biographique, parce qu'il y avait une autre chose qui m'intéressait, qui là n'était pas strictement lié à sa biographie. C'est ce qu'on appelle le silence de Rimbaud. Et moi, j'ai une hypothèse. Donc, on sait qu'à 20 ans, il arrête d'écrire de la poésie, et tout le monde se lamente. Mais enfin, comment a-t-il pu, en étant aussi doué comme ça, arrêter d'écrire? Et en fait, personne ne s'était jamais demandé si, au fond, c'était pas la poésie qui avait abandonné Rimbaud. C'est-à-dire que non pas son talent poétique, mais on est dans les début des années 70 du 19e siècle. En 75, quand il arrête, il a déjà fait ce constat que la poésie telle qu'on la pratiquait jusque-là, c'est-à-dire que c'était une poésie rimée,
Le vers, c'était l'alexandrin, une poésie mesurée, que cette poésie-là, qui était la poésie du Parnasse, des Parnassiens qu'il avait rencontrés dans ses séjours à Paris, était absolument inadaptée à rendre compte de la modernité. La modernité, c'est une modernité technologique, industrielle, qui est celle que l'on connaît aujourd'hui et qui se met là en place. Et il a été en première ligne, c'est-à-dire que quand il est hébergé à Paris, chez Charles Cros, on peut imaginer qu'il a vu les premiers plans du phonogramme, en tout cas les premières ébauches. Il a fréquenté aussi un poète qui s'appelait Paul de Mény, à qui il a adressé sa fameuse lettre du voyant. Et Paul de Mény est le frère de Georges Dumény. Et Georges Dumény, ça ne dit pas grand-chose malheureusement, mais c'est un des inventeurs du cinéma. On a un petit film de Georges Dumény, qui est le premier film d'amour, puisque face à la caméra, on le voit articuler « Je vous aime ». Il est aussi, il va fréquenter les peintres, les impressionnistes, ceux qui vont en finir avec l'académisme en peinture, donc ils vont précipiter la peinture dans la modernité, c'est-à-dire dans cette déflagration qui fait qu'on va se priver bientôt non seulement de la représentation, mais aussi de la toile, parce que 40 ans après, on est avec les ready-made de Duchamp, donc c'est très court tout ça. Et donc il a le sentiment très clair que cette poésie-là rimée des Parnassiens, comme un vol de Gerfour, du Charnier natal, etc., des Rédia ou celle de Banville, n'est pas adaptée pour rendre compte de ce bouleversement comme ça de la modernité, en sachant que ce qui passe en premier, c'est la pensée scientifique, c'est la toute-puissance du positivisme, et dans le même temps, on va voir Zola qui va dire nous sommes les scientifiques de la vie, parlant des romanciers. C'est-à-dire que Zola va mettre le style qui faisait que on était écrivain, c'était quand même une certaine tournure de la phrase qui faisait qu'on se distinguait de ceux qui simplement tenaient un journal ou écrivaient une carte postale. Eh bien, Zola abandonne le style. Il dit que le style est second dans sa recherche de la vérité, une vérité scientifique. Et Zola, donc il est absolument contemporain de Rimbaud, on est dans les mêmes dates. Il commence le Rougon-Macquart dans ces années-là, 70. Zola va prendre exemple, non pas sur un écrivain, sur Victor Hugo par exemple. Il va prendre comme modèle un biologiste, Claude Bernard. Et Rimbaud, qui a une sensibilité aiguë, qui est d'une intelligence phénoménale, comprend que cette vieille poésie-là, qui remonte à Ronsard et même jusqu'à la chanson de Roland, n'est plus apte à rendre compte de ce bouleversement comme ça dû à la modernité et au progrès. Et il va dire à Banville qui est le grand maître, c'est ce type qui est le pape de la poésie et du Parnasse à ce moment-là. Et il y a ce môme de 18 ans qui va dire au pape, est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'abandonner l'alexandrin? C'est-à-dire d'en finir avec cette poésie rimée, cette poésie mesurée, et lui va s'en charger. Dans Une saison en enfer, il fait le bilan, et après il écrit des illuminations, et il en termine. C'est lui qui clôt au fond ce chapitre, commencé avec la chanson de Roland, et après il ne sera plus possible de faire cette poésie rimée, avec cette autre chose aussi, c'est que la question du réel qui est centrale pour tous ces gens-là, la poésie ne peut pas en rendre compte. Et donc la question pour lui, c'est comment dire le réel à travers une forme poétique. Si ce n'est plus l'alexandrin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui différencie une prose poétique d'une prose? Et alors il va s'y essayer avec les illuminations, c'est-à-dire à faire des poèmes en prose, mais très obscurs pour la plupart, avec un langage extrêmement châtié, recherché, parce qu'il sait très bien que s'il utilise les langages courants pour dire simplement une réalité, ben, il devient romancier ou novelliste, mais il n'est plus poète. Et donc, face à cette difficulté-là, il renonce. Il dit c'est pas la peine. Si c'est pour faire une poésie chantournée en prose qui camoufle le réel, qui détourne l'attention du réel, ça ne l'intéresse pas parce que
la grande conclusion qu'il avait tirée d'une saison en enfer, c'est que la poésie l'éloignait du réel et que maintenant il lui restait la réalité rugueuse à étreindre. Oui, d'ailleurs, ce que vous dites ça se ressent vraiment dans le livre, surtout lorsqu'il dit à son ami poète Delahaye, quand Delahaye lui dit mais du coup tu ne feras plus de poésie, et on lui dit mais est-ce que tu joues encore au cerceau, comme si c'était un peu un rite initiatique d'enfant quelque part, et que la poésie finalement a occupé 6 ans seulement de sa vie. Et je trouve que dans le livre, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui paraît, c'est que on voit vraiment qu'en fait Rimbaud a été poète que temporairement, que de manière passagère, et en fait le fil conducteur ou l'image d'un Rimbaud poète finalement est un peu ébréché, et en fait on se rend compte que finalement l'un des fils conducteurs de Rimbaud, vous l'avez dit, c'est une manière de rendre absolument compte du réel, mais également d'une réalité qui est souvent marquée par la guerre. L'existence de Rimbaud, et on le voit à travers votre ouvrage, est hantée par la guerre, que ce soit son père, Frédéric Rimbaud, qui a capitaine, qui a combattu pendant la guerre de Crimée, pendant la campagne d'Italie, et même à travers ses poèmes, hein, bien sûr le Dormeur du Val c'est l'un de ses plus connus, jusqu'en Éthiopie, où il va être trafiquant d'armes, et il va essayer de justement pousser à la victoire du futur empereur éthiopien Ménélique. Donc quelque part cette réalité rugueuse, c'est aussi la guerre quelque part. C'est quelqu'un dont l'imaginaire est marqué par la guerre. Il a un oncle, le frère de sa mère, qui s'est engagé dans la Légion, et pour des raisons qui sont sans doute pas très avouables, et qu'on appelait Rimbaud l'Africain. Donc tout petit, il sait qu'il a un oncle qu'on surnomme Rimbaud l'Africain. Il a son père qui était lui-même en Afrique, en Algérie, qui est un arabisant, qui s'est battu contre Abdelkader, et qui va traduire il va faire une grammaire franco-arabe, il va traduire le Coran, c'est peut-être plus ou moins vrai comme information, mais enfin Rimbaud avait un Coran annoté par son père. Donc il y a cette idée que la guerre est présente dans son berceau. Le père, après l'Algérie, va effectivement combattre en Crimée, il va combattre en Italie au moment de la réunification italienne. Et puis, il va de garnison en garnison, il revient à Charleville pour faire un enfant à sa femme, et quand il en a fait 5, on ne le revoit plus. 5 parce qu'il y a 4 survivants, mais il y a une petite fille qui est morte juste avant Rimbaud à 6 mois. Et Charleville est une ville qui, à côté de Mézières, où il y a une garnison militaire, là où est arrivé le père de Rimbaud, et Charleville est une ville où il y a une manufacture de fusils. Et c'est un fusil redoutable, c'est le fusil qui a fait toute la campagne toutes les campagnes de la Révolution et toutes les guerres d'Empire. Donc dans l'imaginaire de Rimbaud, dans ce Charleville comme ça, il a toute la panoplie de la guerre. Et évidemment, la guerre arrive à Charleville en 1870, avec la guerre franco-prussienne, donc il va être témoin. Son frère va s'engager. Frédéric, il quitte, il a 16 ans, c'est lui le déserteur, c'est pas qui quitte la maison, c'est pas Rimbaud, c'est pas Arthur, c'est son frère Frédéric qui est le premier à fuguer. Donc il s'engage il suit un régiment. Ensuite, donc ça a été une guerre extrêmement meurtrière. La ville de Mézières est quasiment rasée. Et puis après, il y a la Commune de Paris, qui est pareil, un événement extrêmement violent. Delahaye dit que Rimbaud a été pendant les dernières semaines de la Commune à Paris, quasiment les derniers jours, juste avant la semaine sanglante. Et puis il s'engage dans une caserne comme ça à Paris, dans la Commune. Il est vraiment communard, politiquement, idéologiquement, et il va éviter la semaine sanglante en partant comme ça, en allant dormir dans des péniches de charbon, etc. C'est Delahaye qui raconte ça, et Rimbaud n'est pas menteur, c'est pas quelqu'un qui raconte des salades. Et donc il faut le croire. Ensuite, il va se retrouver il va partir donc d'abord à Chypre. Il va s'engager à Java. Il va s'engager dans l'armée néerlandaise
repartir à Java. Donc il va porter l'uniforme. Il déserte en arrivant à Java. Ensuite, à Chypre, il est une espèce de contremaître. Il va avoir une échauffourée violente avec un ouvrier qu'il va tuer. Et alors, sans doute dans sa réflexe d'autodéfense, mais enfin, cette violence-là, elle est là à Chypre. Et puis après, ça va donc être l'Éthiopie, qui est pas un lieu calme du tout, parce qu'il y a des prétendants locaux, les seigneurs locaux qui veulent devenir seul maître de l'Éthiopie, donc pour devenir effectivement empereur d'Éthiopie, et c'est Ménélique qui va l'emporter. Et puis sur place, il y a des puissances françaises, anglaises et italiennes, et Harar, où il a son commerce, va être pris par les armées de Ménélique. C'est-à-dire que la guerre est toujours là, il est au milieu. Et lui-même, bon, il a dû être plus ou moins agent secret pour la France, puisqu'il est sans arrêt en contact avec l'ambassade. Quand il vend il va se livrer donc non pas à un trafic, parce que c'était tout à fait légal, mais à la vente d'armes, avec l'idée de vendre des armes à Ménélique dans son combat contre son rival. Et on le voit, les quelques photos qu'on a de lui, il y en a une où il est avec son fusil. C'est quelqu'un, on sait dans les récits, qui se baladait tout le temps avec son fusil, parce que c'est une région extrêmement violente. Il accompagne ses caravanes de marchandises, et ces caravanes sont attaquées. C'est-à-dire qu'il y a des caravanes qui reviennent où il n'y a plus de marchandises, et d'autres qui ne reviennent pas du tout. Il a un de ses collègues qui va être tué par toutes les tribus hostiles, les Danakides, etc. Donc la violence guerrière, elle accompagne toute sa vie. Voilà. Mais à travers votre réponse, on a réellement le sentiment que finalement vous cassez encore une idée préconçue sur Rimbaud lorsque vous dites que son frère qui est parti de la maison à 16 ans, c'était lui finalement le déserteur, parce qu'on a toujours l'image de Rimbaud comme un poète rebelle en rupture avec ses origines familiales et professionnelles. Il y a toujours un peu ce stéréotype qu'on a, et on se rend compte en lisant votre livre que finalement on connaît assez mal Rimbaud, du moins sur ce plan-là, parce que on se rend compte que malgré tout il entretenait une correspondance fournie avec sa mère en Afrique. Sur le plan religieux, lorsqu'il est sur son lit de mort à Marseille, l'abbé Chaulier explique à Isabelle, sa sœur, qui a son chevet, votre frère à la foi, et j'ai jamais vu une foi d'une telle valeur. Donc, et en plus, vous dites également qu'il finalement il a un peu prolongé, il a voulu un peu reproduire cette espèce de fuite en avant en Afrique, déjà réalisée par son père et par son oncle. Donc en fait, Rimbaud, la figure du poète rebelle, en fait, c'est pour le moins, en tout cas si on grossit le trait, pour le moins assez faux, ou du moins pas comme on l'imagine en tout cas. Il y a deux pôles. Il y a le pôle de la mère, qui est le pôle stable, qui est le pôle terrien, et le pôle du père, qui est celui de l'imaginaire, puisque c'est lui qui a cet imaginaire orientalisant comme ça. Et donc, Rimbaud va toujours aussi osciller entre les deux pôles. Il va aller chercher le père en Afrique, alors que le père, il est à Dijon, à quelques centaines de kilomètres de Charleville. Et quand il est au Harar, il va installer sa maison, il va choisir une maison devant la mosquée, c'est-à-dire que, alors que son père a donc traduit le Coran, et puis il revient sans arrêt à Charleville, et il va, à la fin, il va rester 10 ans sans retourner, et il y retourne non pas pour mourir, mais après son amputation, il va y passer 1 mois et demi, et puis et retourner à Marseille, où là, du coup, il va mourir de son cancer du genou, avec la gangrène ayant gagné tout le corps. Mais le vrai rebelle de la famille, c'est Frédéric, c'est pas Arthur. Frédéric va partir, va fuguer le premier, et il va rompre avec sa mère. Et Rimbaud, là-dedans, et Arthur, va jouer un rôle pas très glorieux, c'est-à-dire qu'il va le prendre le parti de sa mère contre son frère, parce que son frère a décidé d'épouser
une jeune femme sans fortune, c'est vraiment la fille d'ouvrier dernier parmi les derniers, et la mère Rimbaud, qui a des ambitions sociales pour ses enfants, va refuser l'autorisation à Frédéric d'épouser cette jeune fille-là. Donc, Frédéric va faire un procès à sa mère qu'il va gagner. Il va épouser cette jeune fille dont il va avoir un enfant qu'il avait conçu avant le mariage. Donc, dans cette société provinciale, bourgeoise, bigote, et pour sa mère, c'était vraiment quelque chose de horrible. Et Arthur, dans cette histoire-là, prend le parti de sa mère contre son frère, alors qu'on aurait pu penser que lui, le rebelle, aurait pu évidemment soutenir son frère, et pas du tout. C'est le bon fils, c'est un bon fils. Et c'est un bon fils parce que c'est une bonne mère aussi, Madame Rimbaud. On a une image terrible. Elle rapplique tout le temps. Elle va le chercher quand il est perdu à Londres. Elle va le chercher tout le temps. Elle va même devenir plus ou moins amie avec la mère de Verlaine, en comprenant parfaitement la relation entre son fils et Paul, et admettre cette relation-là. C'est quelqu'un dont on garde cette image-là d'une femme obtuse, rigide, sévère. Elle était ça, mais au premier, à chaque fois que Arthur appelle au secours, elle débarque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de figures que vous réhabilitez de cette manière, que ce soit la mère, voilà, qui a plusieurs facettes, mais aussi la sœur Isabelle, qui est au chevet de Rimbaud à Marseille, alors que sa mère n'y est pas. Elle aussi, qui justement, vous l'expliquez, dans la Rimbaldi, ou du moins dans les disciples d'Arthur Rimbaud, ceux qui en sont férus, souffrent d'une mauvaise réputation par rapport à la transmission de l'héritage rimbaldien. Et vous essayez également de réhabiliter son image, dans la mesure où elle a toujours été, en tout cas, elle a toujours été aux côtés de Rimbaud, particulièrement en fait au moment de sa mort, parce qu'elle n'a pas vu depuis une dizaine d'années, vous nous le racontez, mais même après, elle essaie quand même du moins de transmettre l'héritage le mieux possible avec son mari, et c'était aussi important pour vous de réhabiliter quelque part ces personnes en fait qui sont un peu à la périphérie de l'histoire quelque part. Quelque part, vous donnez une forme de célébrité assez quasi anonyme, à part des exceptions notables comme Paul Verlaine, bien évidemment. Mais c'était aussi votre souhait, justement, que ces personnages qui parcourent tout le roman, pardon, pas le roman, justement, c'est un lapsus, parcourent tout l'essai, justement, de remettre ces personnages anonymes et invisibles dans la lumière, et quelque part faire de ces lieux qu'ils ont habités des décors qui sont finalement sur le devant de la scène. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de manière de réhabiliter ces personnes et la réputation un peu faussée parfois qu'on peut en avoir En fait, l'histoire d'Isabelle, c'est simple, c'est que elle accompagne son frère à Marseille, donc ils prennent le train à Vont, lui il souffre atrocement. Ça fait 1 mois qu'elle s'occupe entièrement de lui et tous les derniers, elle va rester à Marseille auprès de lui, et elle ne sait pas qui est la jeunesse de son frère, elle la connaît pas, elle ne sait pas qu'il a été une enfant star comme ça, poète, et ayant ébloui tout le Parnasse parisien. Évidemment, la mère n'a rien dit, et donc, comme lui n'était pas là, il n'y a plus personne. La sœur qui aurait pu en parler, c'est Vitalie, elle est morte à 17 ans, une sœur qui était plus âgée qu'Isabelle, donc il ne reste à la maison que Isabelle et sa mère. Donc évidemment, on fait le silence sur toute cette période-là, et donc elle est à Marseille, elle assiste son frère mourant, comme ça se pratique, on lui envoie un aumônier en pensant bien que pour l'extrême onction, en pensant bien qu'il ne reste que peu à vivre, et elle écrit à sa mère à ce moment-là, en sachant que ça allait faire plaisir à sa mère, bien sûr. Enfin, elle n'a aucune raison de l'inventer, que l'aumônier est sorti de la chambre de l'agonisant en disant, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez Elle avait dû prévenir avant l'aumônier en disant, vous savez, mon frère, c'est pas un cubéni, etc. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez raconté? Votre frère à la foi, et même une fois, comme j'en ai jamais vu. Et donc, elle écrit ça à sa mère. Et encore une fois, c'est pas pour réhabiliter Rimbaud. Elle ne sait pas qui est Rimbaud. Hein, le Rimbaud que l'on connaît, c'est-à-dire le Rimbaud poète. Et on a
reproché à Isabelle d'avoir essayé de ramener Rimbaud dans le camp des bien-pensants, dans le camp des catholiques, sachant que à ce moment-là, être de gauche, c'est être anticlérical. C'est Gambetta qui dit ça. Être de gauche, c'est être anticlérical. C'est pas, la dimension sociale n'existe pas pour la gauche à ce moment-là. C'est les communards, mais pas pour la gauche. Et donc, l'université, qui est évidemment laïque, va toujours aller du côté des laïcards, c'est-à-dire de Zola, de Victor Hugo, etc. Et donc, cette idée d'un Rimbaud qui, à la fin, rejoindrait les rangs de la réaction était insupportable. Donc, pour sauver Rimbaud, pour en faire un vrai rebelle anticlérical, etc., comme il l'a été quand il était adolescent, on s'en est pris à Isabelle en disant qu'elle avait tout inventé, etc. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant Rimbaud, jusqu'à 10-12 ans, jusqu'avant de basculer dans l'adolescence, était très pieux. C'était un enfant pieux. On l'appelait le petit cagot pour se foutre de sa gueule. Donc vous voyez, le petit cagot, et il y a un moment, il y a un épisode où il y a quelqu'un qui s'en prend à la religion et le petit Rimbaud qui lui rentre dedans parce que ça lui est insupportable. Donc sur son lit de mort, au moment d'affronter quand même quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie et qui n'est pas la période la plus facile, qu'il se raccroche par son imaginaire à son enfance, de la même façon que certains agonisants sur les champs de bataille appellent leur mère. Il y a cette idée, notre mère l'Église. Enfin, vous voyez, peut-être que lui d'appeler sa mère c'était un peu compliqué, mais il rejoint son biotope. Il y a rien de, il s'agit pas d'une conversion. C'est qu'à ce moment-là, il est replongé avec sa sœur à côté dans son imaginaire d'enfance. Et donc, on va en vouloir à Isabelle, on va la traiter de tous les noms. En plus, elle va épouser cet homme qui s'appelle Patien de Berrichon, qui est un pseudo, Pierre Dufour. Et donc, on en fait les Thénardier de la Rambaldi. Comme si ce pauvre Patien de Berrichon avait pensé qu'il allait faire une affaire en or en épousant la sœur de Rimbaud, qui absolument n'est pas connue. Puis de toute façon, imaginer faire de l'or avec de la poésie, à moins d'être débile mental, ça marche pas. Donc et eux, tous les deux, ils vont pendant toutes ces années, après la mort de Rimbaud, ils vont une fois que Isabelle a été notamment mis au courant par un ancien ami de Rimbaud qui s'appelait Louis Perquin, de ce passé poétique de son frère, ils n'ont eu de cesse d'essayer de retrouver tous les textes de Rimbaud. Ils vont en retrouver plein. Et non seulement ils vont en retrouver, mais ils vont aussi s'inquiéter de ce qui s'est passé après. Et Patien de Berrichon va être en correspondance avec Alfred Bardet, l'homme qui a engagé Rimbaud à Aden pour le commerce de café. Et il n'occulte absolument pas toute la deuxième partie de la vie de Rimbaud. Et Isabelle, qui a donc accompagné Rimbaud jusqu'au bout, revoyant ce passé, apprenant ce passé poétique, dit que toute la vie de Rimbaud a été un continuum poétique. C'est-à-dire qu'au fond, il a vécu ce que l'on dit toujours, vivre poétiquement, habiter poétiquement le monde. Rimbaud a habité poétiquement le monde pour elle. Et cette façon d'habiter poétiquement le monde n'implique pas de passer tous les matins à écrire sans alexandrin comme le faisait Victor Hugo debout à son pupitre. C'est la poésie, Rimbaud l'avait dit à Banville, ce n'est plus une affaire d'alexandrin. Peut-être une dernière question pour élargir notre discussion, voilà, en passant peut-être de votre dernier livre qui est La Constellation Rimbaud à votre premier, Les Chants d'honneur. Alors, au-delà de leurs différences, parce que bien sûr l'un est une fiction avec un matériau autobiographique pour partie, l'autre est un essai biographique, vous l'avez rappelé. Mais au-delà de ces différences, on peut y déceler une forme de fil conducteur
à travers une structure éclatée qui échappe à la chronologie linéaire. Bien sûr, c'est aussi lié à votre résonance avec notamment le nouveau roman et des personnes comme Claude Simon, mais également c'était aussi un peu une démarche, je trouve, qui se retrouve dans ces deux livres, mais aussi dans d'autres de vos livres, qui est un peu l'écrivain archéologue. Je trouve que la manière de présenter, d'exhumer des vestiges, de travailler sur des origines, de faire de l'anecdotique quelque chose un peu d'essentiel et de signifiant dans votre texte, quelque part, il y a quelque chose de littérature archéologie, je dirais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous dressez peut-être un peu un fil conducteur entre ces deux livres, une trame commune, mais en tout cas, c'est ce qui peut parfois sauter aux yeux lorsqu'on lit ces deux livres. En plus, ce travail d'archéologie, je l'ai même poussé véritablement dans la préhistoire, en écrivant, j'ai écrit 2 livres sur la préhistoire, dont un qui s'appelle la splendeur escamotée de Frère Cheval, et où j'essaye de proposer une élucidation des peintures rupestres. Donc ça, ce travail d'archéologie, c'est d'exhumation, ça c'est évident qu'il est là aussi dans les champs d'honneur. Et là où vous mettez le doigt sur quelque chose d'un peu plus intime, c'est que le Rimbaud est un garçon qui n'est pas orphelin parce que son père n'est pas mort, mais dont la mère se présentait comme étant la veuve Rimbaud. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gens de Charleville que son mari l'avait planté, elle préférait dire, comme il était militaire, qu'il était mort. Donc elle se présentait veuve Rimbaud. Et il vit entouré il y a un frère, mais il vit entouré de ses sœurs. Et c'est évident que cette résonance-là, moi qui ai perdu mon père jeune et qui ai vécu avec Madame Veuve Rouault, comme elle arrivait aussi de se présenter, Madame Joseph Rouault, et il y a une résonance très très particulière et la proximité évidemment avec les sœurs, la fratrie comme ça. Et il y a ce confinement que j'ai connu, qu'a connu Rimbaud, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans la maison avec l'extérieur, c'est le lieu de tous les périls. Et ça, j'ai évidemment connu ça. Le poids de la religion. C'est pour ça que je comprends très très bien l'imaginaire de Rimbaud, cet imaginaire catholique, parce que j'ai baigné dedans, c'est le même, hein, avec les mêmes imageries. Et la petite Bernadette, donc qui voit la Vierge à Lourdes dans les fractuosités de la falaise. Vous savez comment on l'appelait? On l'appelait la voyante, la petite voyante. Et ben, 10 ans après, le petit Arthur écrit sa lettre de voyante. Donc cet imaginaire comme ça, religieux, pieux, c'est le mien. Donc je me sens évidemment une espèce de familiarité avec Rimbaud. Et pour ce qui est de l'arrêt de la poésie, c'est-à-dire ce constat qu'on ne peut plus écrire de poésie, eh bien, moi je viens d'une génération où on m'a expliqué, et il y avait eu l'ère du soupçon d'Athéis Sarraute, qui disait qu'on ne peut plus écrire de romans, on n'y croit plus au roman. Le roman n'est plus le lieu de la vérité, n'est plus le lieu où se dit une réalité, la réalité du miroir tendu, comme disait Stendhal, et que le roman, du coup, est annoncé mort parce qu'il n'a plus rien à nous dire. Donc cette mort du roman renvoie à cette fin de la poésie. Donc vous voyez, vous avez raison, ça fait beaucoup de points communs quand même. Voilà. Très bien. Malheureusement, notre rencontre doit se terminer. Et c'est bien malheureux. En tout cas, merci beaucoup Jean-Rouault pour cet échange. Merci à tous d'avoir suivi cette édition en direct ou en rattrapage sur la chaîne YouTube Racines de Ciel. Pour le prochain rendez-vous d'Histoire d'œuvre, Sandra Alphonse
rencontrera Albert Dichy le 16 avril autour de son ouvrage Les valises de Jean Genet, un autre auteur encore. En tout cas, merci infiniment et une très bonne soirée à vous. Et merci à Michel Leca pour l'histoire. Et merci à Michel Leca, bien sûr. Bien sûr. Écoutez les histoires de... Du monde libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. J'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont présentés là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère aux plus grands rêves. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère aux plus grands rêves. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.